Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes dimanche 25 je pense. Alors je vais essayer de regarder. Bon, je pense que nous sommes le 25 septembre 2021. 22, pardon. Et je continue ma lecture et mes digressions à partir de cet ouvrage, l'Utopie. Voilà. Donc, c'est en lien avec la mécanique universelle.net, le site que je développe et sur lequel j'essaie d'expliquer que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Alors, je lis, je découvre en même temps. Là, j'ai entamé la partie qu'il consacre à Zola, l'Éden reconquis. Et je pense que c'est sur un ouvrage de Zola qui s'appellerait Travail, qui aurait été écrit en 1901. Donc voilà, je lis et je commente si je sens que j'ai envie de commenter. J'en suis là. Mais Luc, surtout, assistait au triomphe du travail sauveur, créateur et régulateur du monde. Et je pense que c'est, voilà, le travail est sauveur, et créateur, bien sûr, et régulateur du monde. Et donc, l'humanité doit donner à chaque être humain la possibilité de s'épanouir dans son travail. Donc, de valoriser tous les emplois qui existent et de donner à chacun les moyens de vivre correctement et dignement de son travail. C'est quelque chose, je pense que dans quelques décennies, ou peut-être un siècle, parce que ça met du temps, on voit que l'humanité met beaucoup de temps à évoluer, mais enfin nous sommes sur cette route de l'évolution vers notre ultime perfection, et je pense que l'humanité créera des sortes de crimes contre l'humanité, le fait de ne pas offrir à un être humain un travail digne, valorisé et qui lui permet de se nourrir, se vêtir, avoir un toit, nourrir sa famille, etc., élever ses enfants. Ça sera considéré comme un crime contre l'humanité, parce que le travail, c'est quand même un tiers de notre existence. Et c'est extrêmement important. Et donc, on voit bien, là, depuis quelques décennies, on a dégradé l'image de certains métiers, de certains emplois. Et puis, surtout, sur le monde, on arrive à faire à créer des emplois qui sont de l'esclavage, tout simplement. Et donc ça sera condamné, à mon sens, un jour ou l'autre. Voilà, en tout cas, c'est une malveillance, c'est un agissement criminel, tout simplement. Voilà. Alors, dès le premier jour, il avait voulu la disparition, la mort du salariat inique, source de misère et de souffrance, base pourrie de l'ancien édifice social qui croulait de toutes parts. Et il avait rêvé l'autre chose, la réorganisation du travail, le nouveau pacte qui permettrait une juste répartition des richesses. Voilà, j'adhère tout à fait à ce que je découvre là, puisque je découvre ce texte. J'adhère parfaitement à ce que disait et pensait Zola il y a 120 ans. Seulement,
Que d'étapes il avait fallu franchir avant de faire de ce rêve une réalité, cette cité heureuse fondée par lui. Ici encore, l'évolution était partie de Fourier, l'association des travailleurs, les ateliers aux besognes variées, réduites, attrayantes, les groupes se serriant, se séparant pour se rejoindre, se mêlant en un continuel jeu de libre organe, qui est la vie même. Donc oui, voilà, et il y avait un espoir de pouvoir, je pense, influencer les hommes politiques, les dirigeants, les dominants, et leur dire qu'ils auraient intérêt à proposer ça à leurs employés, que ça ne changerait pas grand-chose. Au contraire, tout le monde serait heureux, même le patron serait le plus heureux du monde de pouvoir agir comme ça. Et les patronats étaient bien au courant de ça, puisque les phalanstères ou ces usines, ces tentatives ont été essayées à l'époque de Fourier, quand Fourier a imaginé, quand tous ces, on va dire, ces révolutionnaires du 19e siècle avaient imaginé des usines respectueuses des ouvriers, etc. Donc les patronats savaient qu'ils pouvaient le faire. Donc ça a été une vraie décision de ne pas le faire. Alors évidemment, il y avait des contraintes, il y avait déjà une sorte de compétition au moins européenne avec d'autres pays, avec d'autres industriels, etc. Et donc, voilà, c'est ce qui fait que on tire vers le bas le système, mais c'est une façon d'organiser le monde au détriment de ceux qui le fabriquent, qui le construisent. Voilà. Les patronats du monde peuvent se décider de se réunir et dire voilà, on va réduire le système de compétition, on va le développer d'une autre manière, de façon à ce que ce qui se développe le plus, c'est le bonheur au travail. Voilà. Toute la commune libertaire était en germe, car s'il a répudié la révolution brutale, s'il a commencé par utiliser les rouages de la société existante, le résultat de son effort, son espoir du lendemain, tendait à la destruction de cette société. Longtemps encore, le salariat avait donc agonisé à l'usine de la crècherie, en passant par les états intermédiaires de l'association, le partage des bénéfices, le temps pour cent d'intérêt dans l'œuvre commune. Puis, il s'était même transformé au point de satisfaire les collectivistes le jour où il avait réalisé leur formule, toute une circulation réglementée de bons de travail. Il n'était pourtant toujours que le salariat atténué, déguisé, refusant de mourir. Et seule la commune libertaire l'avait détruit, emporté en une dernière étape, celle de la délivrance par la liberté et par la justice totale, la chimère d'autrefois, l'unité, l'harmonie enfin vivante. Aucune autorité n'existait plus. Le nouveau pacte social se fondait uniquement sur le lien du travail nécessaire, accepté par tous, devenu la loi et le culte. Une infinité de groupes le pratiquaient, partis des anciens groupes du bâtiment, du vêtement, des métaux, des ouvriers industriels, des ouvriers de la terre, mais se multipliant, se variant sans fin, se pénétrant les uns les autres de façon à se plier à toutes les volontés industrielles, à tous les besoins de la communauté. Rien n'arrêtait plus l'expansion de chacun. Le citoyen évoluait à son gré dans son devoir de travailleur, faisant partie d'autant de groupes qu'il voulait.
passer du travail de la terre au travail de l'usine, donner ses heures au gré de ses facultés et de son désir. Ben voilà, c'est ça qui devrait être fait, mais de façon volontaire, positive, créatrice. Le système pourrait proposer ça. Aujourd'hui, c'est par le chômage, parce qu'il y manque de travail, etc., etc. On pourrait tout à fait organiser un système où et de toute manière, je pense que c'est ce qui va venir, c'est ce qui viendra. Il faut qu'on sorte de cet état d'esprit qui apprécie que les ouvriers, que le monde ouvrier, que le monde de pauvres souffre. Et ça, il faudra l'analyser. Je l'analyse un peu sur la mécanique universelle et dans d'autres vidéos anciennes. À mon sens, le système les dominants, une partie des dominants, une partie des patronats ne peuvent pas supporter réellement que leurs ouvriers soient heureux, soient bien, soient aussi heureux qu'eux-mêmes, parce qu'alors ça ne justifie plus leur position, ils n'arrivent pas à se démarquer. Le problème des dominants, c'est qu'ils veulent se distinguer des dominés, de ceux qu'ils dominent. Et donc, c'est une façon de se distinguer. Moi, je suis heureux parce que je le mérite, parce que je suis mieux, parce que je suis plus beau, plus riche, plus etc. Et donc, c'est impossible d'accepter que le subalterne soit plus heureux que lui, en somme. C'est quelque chose qui n'est pas facile à supporter pour ce système. Je parle globalement parce que, bien entendu, il y a des patronats, il y a des patrons qui sont vraiment, qui font tout pour que leurs employés soient heureux, le plus heureux possible, etc. Donc, je parle de façon un peu globale pour essayer d'analyser pourquoi ça se passe comme ça. Je pense qu'il y a un problème psychologique à gérer, à régler à ce niveau-là, à mon avis. Rien n'arrêtait plus l'expansion de chacun. Le citoyen évoluait. Est-ce que je suis au bon endroit? Oui. Rien n'arrêtait plus l'expansion de chacun. Le citoyen évoluait à son gré dans son devoir de travailleur, faisait partie d'autant de groupes qu'il voulait, passer du travail de la terre au travail de l'usine, donner ses heures au gré de ses facultés et de son désir. Voilà la liberté du travail. Et là, l'homme, il travaillerait, mais 100 fois plus. En fait, c'est un pur mensonge de penser que l'homme doit être contraint pour travailler. En définitive, l'homme heureux travaillerait, on le voit. Combien d'ouvriers donnaient leur vie pour l'usine? Ils avaient un amour de leur entreprise, etc. C'est typique, ça. Et si on a dégoûté l'être humain, ça ne vient pas de l'être humain, ça ne vient pas de l'ouvrier, ça vient du système qui a dégoûté les êtres humains, les ouvriers. Et il n'y avait ainsi plus de lutte de classe, puisqu'une classe unique existait, tout un peuple d'artisans également riches, également heureux, de même instruction, de même éducation, sans nulle différence, ni dans le costume, ni dans le logement, ni dans les mœurs. Et c'était le travail roi, le travail seul guide, seul maître et seul Dieu d'une noblesse souveraine, ayant racheté l'humanité, qui se mourait de mensonges et d'injustice, la rendant enfin à la vigueur, à la joie de vivre, à l'amour et à la beauté. Eh bien oui, bien sûr, mais évidemment, ça paraît très difficile d'imposer ça. L'homme n'est pas encore prêt à cette façon de vivre, bien entendu, mais on peut en rêver, c'est tout à fait normal. Et
on arrivera à ça. L'humanité arrivera à cette étape-là. Ça sera une des étapes dans le chemin de l'évolution vers l'ultime perfection. Et puis un jour, le travail sera dépassé parce qu'on aura construit toutes les structures de l'humanité. On n'aura plus besoin de travailler, à mon sens. Mais par contre, ça n'empêche pas que... voilà, je ne sais pas comment ça se passera à ce moment-là. Peut-être ça sera de l'entretien de l'humanité, je ne sais pas comment. Mais enfin, ça ne nous concerne même pas en réalité. Ça concerne le futur de l'humanité, c'est tout. Luc en riait d'aise lorsqu'un souffle de la brise matinale lui apportait les rires et les chants dont la gaieté sonore montait sans cesse de la ville. Quel bon travail facile et délicieux, à peine quelques heures par jour et d'une besogne de surveillance. Réellement, les nouvelles machines puissantes, ingénieuses, avaient fini par avoir des pieds et des mains comme les anciens esclaves. Eh bien, on arrive dans cette veine-là. Il y a 100 ans, il n'imaginait pas que les machines auraient des pieds et des mains comme voilà, les anciens esclaves, mais c'est la robotisation qui est tout à fait... qu'il voyait poindre en fait à l'époque. Elle soulevait des montagnes, elle prenait les objets les plus délicats, les façonnait avec un soin infini. Elles marchaient, elles obéissaient, pareilles à des êtres ignorants, la souffrance s'usant sans fatigue. Grâce à elle, l'homme achevait de conquérir la nature, d'en faire sa dépendance et son paradis. Et de quelle prodigieuse richesse elle le comblait! Une abondance toujours croissante des fleurs et des fruits de la terre, un luxe de plus en plus grand des objets manufacturés. Chaque citoyen regorgeant de tous les biens, vivant en prince de ces quelques heures de travail, lui que la faim étranglait autrefois, après d'abominables corvées de 10 heures. Mais voilà, donc c'est pas la question. C'est clair que l'abondance n'est pas... À l'époque, c'était important l'abondance, l'idée d'abondance. Maintenant, on n'est pas là, on n'en est pas là. L'humanité, pour l'instant, on n'est pas au niveau de l'abondance. On sort de l'abondance, c'est clair. Et c'est pas un chef d'État qui nous fait sortir de l'abondance. C'est l'humain, c'est l'évolution qui exige qu'on sorte de l'abondance. Voilà, c'est tout. Qu'on aille au minimum idéal. Voilà, à ce qu'on... on n'a pas besoin d'abondance en réalité. On a besoin d'un minimum à vivre pour être heureux. Voilà. Alors pour certains, c'est un peu plus que d'autres, etc. C'est tout à fait normal. Mais ça n'est pas plus une question d'abondance, quelque chose qui serait en trop en réalité. Le trop ne nous est pas utile. Et quel admirable essor ce travail si réduit d'un effort si léger avait donné aux études des savants, aux œuvres des artistes, en ouvrant le champ de l'intelligence à tous, en libérant tant d'heures de basse et grossière besogne. L'humanité le fait, ça, de toute manière. On peut constater qu'on va dans ce sens-là. Simplement, même le fait qu'il y ait de moins en moins de travail, et de plus en plus de possibilités de connaissances. Voilà, avec tout le monde a des ordinateurs, tout le monde a Wikipédia, la plus grande partie de la planète a accès à ça. Et celui qui a du temps peut s'enrichir, peut aller dans la veine qu'il aime, s'il aime l'histoire, s'il aime la science, s'il aime... En fait, la science... Les études, la connaissance, le fait de devenir un docteur S ne sera plus limité à une classe sociale. Il y a 200 ans, les pauvres n'accédaient pas aux études. Et c'était quelque chose qui se reproduisait, les classes sociales se reproduisaient.
Maintenant, les universités sont en ligne gratuitement sur Wikipédia. Et j'ai lu l'autre fois que euh, la meilleure université des États-Unis, euh, qui dispense des cours en ligne sur un site internet, il faudrait que je me rappelle du nom de ce site d'ailleurs pour vous le communiquer. Et donc, des, des Indiens de l'Inde, euh, des Africains, etc., ont eu accès à ces cours, se sont inscrits pour passer leur master, etc. Et il y a eu, alors qu'avant, il y avait 50 personnes qui réussissaient, et quand c'était l'école classique, enfin à l'université, là, il y a eu plus de 5000 personnes qui ont réussi l'examen. Il y a eu, je crois, 10 ou 15 000 inscrits et il y a eu 5000 personnes qui ont réussi l'examen. Et c'est extraordinaire. Et ça, c'est l'avenir. Voilà. Donc, c'est-à-dire que le monde entier a accès à cela. Et donc, les génies qui sont aussi bien répartis dans l'humanité, chez les riches que chez les pauvres, chez l'Occident que chez l'Orient, chez les peuples premiers que chez les peuples nouveaux, etc. C'est cette, les meilleurs émergeront dans le monde entier. Et ça, c'est une pure merveille. Et ça, voilà, c'est pour ça que l'avenir est radieux malgré le fait qu'il y ait des problèmes majeurs en ce moment. Avec, voilà, on est face à quelque chose qui nous angoisse, qui nous fait peur, qui fait peur à l'humanité, cette évolution là où on en est. Mais on dépassera ça et on arrivera à... Et l'avenir sera radieux pour de plus en plus d'êtres humains jusqu'à ce que ça soit pour la totalité des êtres humains. Et en fait, le fait que certains n'y accèdent pas soulève un tel sentiment d'injustice aux hypersensibles du monde industrialisé, nous sommes des nantis, et donc les hypersensibles de ce monde nanti dont nous faisons partie luttent pour que ça soit pour tout le monde, pour que la justice monte dans cette humanité. Et tout ce travail de lutte fait monter la justice et le partage au sein de l'humanité. Ça y va lentement, mais ça y va sûrement. Dans les laboratoires ouverts largement aux recherches, il ne se passait pas de semaine sans qu'on fît des découvertes merveilleuses. Une mentalité, ben voilà, ça sera comme ça. Il y aura les laboratoires seront ouverts et celui qui se sent l'envie d'aller travailler dans un laboratoire, même s'il n'a fait aucune étude, mais qui a le sentiment qu'il peut être bon là-dedans, qui est passionné par quelque chose, et il y a des passionnés qui sont, ben moi j'avais jamais fait de philosophie, et je développe pas quelque chose de... oh là là, je suis désolé, mais... Il y a quelque chose qui était en train de m'étouffer totalement. Donc, voilà. Pardon. Donc, voilà. Et alors, oui, je n'ai pas j'avais jamais fait de philosophie, j'étais jamais allé, j'avais pas dépassé la sixième en somme, donc j'avais aucune base là-dedans. Et je peux apporter quelque chose qui est différent. Voilà, évidemment, c'est pas à la hauteur des universitaires, des profs de philo, des philosophes qui écrivent merveilleusement bien, qui transmettent ou qui voilà et qui analysent
Par exemple, voilà, sur ce Zola, c'est quelque chose de très superficiel, ce que j'apporte, mais ça a peut-être un peu de son intérêt. Évidemment, un universitaire qui connaîtrait très bien l'œuvre de Zola, d'abord l'expliquerait avec beaucoup plus de qualité, voilà, ça serait beaucoup plus agréable à écouter, à entendre. Euh, Parce qu'il maîtrise la lecture, qu'il maîtrise le flot de sa parole, voilà, qu'il peut l'enrichir de tout un tas d'images et de références que je n'ai pas. Mais, eh ben, voilà, je peux quand même apporter quelque chose qui peut-être servira à quelqu'un d'autre pour quelque chose. Et ça, c'est l'avenir de l'humanité. Ce qui fera que tout le monde, comme disait Andy Warhol, tout le monde aura son heure de gloire, et même je pense que c'est aussi Beuys, Joseph Beuys qui en avait parlé peut-être, mais tout le monde est un artiste et pourra exprimer ses qualités fondamentales là-dedans. Voilà. Et donc être heureux de cela. Bon, je continue. Une mentalité se crée de jour en jour supérieure. Depuis que le peuple entier était instruit dans la vérité par les méthodes expérimentales et les grandes intelligences cessaient d'être l'exception rare, les producteurs de génie se levaient en foule. Eh bien, je le pense tout à fait, mais complètement. La chimie devait révolutionner l'alimentation. La terre aurait pu ne plus produire de blé, ni d'olivier, ni de vigne. Il serait sorti quand même des laboratoires assez de pain, d'huile et de vin pour en fournir la ville entière. Eh bien, je pense qu'on arrivera à ces choses-là. On pourra nourrir l'humanité avec voilà, dans peu de temps et avec... voilà, bon, bref. En physique, en matière d'électricité, surtout, les inventions continuaient à reculer les bornes du possible, donner aux hommes la toute-puissance des dieux, sachant tout, voyant tout, pouvant tout. Voilà, alors il ne faut pas aller. Maintenant, on le sait, qu'on ne peut pas vouloir être plus fort que Dieu, que le principe créateur, et ne pas respecter la planète, ne pas respecter la nature, ne pas respecter, etc. Pomper dans cette nature, l'épuiser, etc. Ne pas la respecter. On sait qu'on ne peut pas être là-dedans. On devait faire cette erreur. Il devait y avoir 100 ans d'abus, d'excès, peut-être 200 ans même. Voilà, ça fait 200 ans. Mais on est en train de sortir de ça et on en sortira. Puis, c'était l'envol des artistes, la beauté élargie, accrue, devenue une floraison immense, universelle, où tous pouvaient se fleurir et se parfumer. Il n'était pas de produits modestes, d'objets d'usage courant, d'ustensiles de ménage, où l'art ne s'épanouit en charmantes imaginations dans la forme, la couleur, l'expression même. L'ange, avec ses briques émaillées, ses faïences et ses grès polychromes, avait le premier embelli la vie quotidienne des foules. Et maintenant des légions d'artistes se levaient. Il naissait un artiste en chaque ouvrier industriel. Le travail de tous les métiers n'allait plus sans la beauté innée, la beauté grande et simple de l'œuvre vécue, voulue adapter au service qu'elle devait rendre. Et là, on voit l'intelligence du travail de Marcel Duchamp, qui prend un WC, lui, le signe du nom du vendeur, et en fait une œuvre d'art. Il dit dans cette œuvre d'art, voilà, celui qui a créé cet urinoir, il a mis son cœur, c'est un artiste, il y a de l'artiste, voilà, là-dedans. Et en fait, l'ego qui fait que c'est Marcel Duchamp qui devrait avoir toute
La gloire, ça marche pas, c'est pas ce que je veux. Et il a peut-être fait intuitivement, peut-être qu'il n'avait même pas pensé à ça, Marcel Duchamp. Mais en tout cas, c'est le résultat de ça. Voilà, il met de l'humilité dans cette œuvre d'art et en plus un regard sur le fait qu'il y ait de l'art. Parce qu'en définitive, c'est ça. Ben voilà, j'ai chiné ces 3 bols là. Voilà, ce matin. Mais celui qui a fait ça, au début du 20e peut-être, il cherchait à faire du beau, il cherchait à faire, il y a mis tout son cœur là-dedans. Voilà, c'était quelque chose pour lui de faire, de chercher la plus belle forme, etc., etc. Voilà. Et ça, c'est dans la nature de l'homme de faire ça. Sans la beauté, il naissait un artiste de chaque ouvrier en chaque ouvrier industriel. Le travail de tous les métiers n'allait plus sans la beauté innée, la beauté grande et simple de l'œuvre vécue, voulue, adaptée au service qu'elle devait rendre. Puis, c'était une extraordinaire végétation de tous les arts, depuis que l'âme de la foule battait dans toutes les âmes et que toute la vie était vécue avec toutes les passions libérées, tout l'amour donné et reçu. Voilà. Ben, quand l'humanité ira là-dedans. Et Zola, je te remercie, Émile, d'avoir imaginé tout ça. On peut le remercier, on peut être proche de son âme lorsqu'il... On peut l'imaginer en train d'écrire dans son bureau, voilà, je ne sais pas où il écrivait, avec les bruits de sa famille, de ses enfants, de Cézanne qui venait lui rendre visite, etc. Écrire ça avec une exaltation et le sentiment qu'un jour ça viendrait. Voilà, ben ça c'est magnifique, cette chose-là. Voilà, je vais arrêter là pour l'instant et je reprendrai et je vais dégager ce truc qui est en train de m'asphyxier là. Merci à vous, à bientôt.